Nous sommes à Montpellier, la célèbre place de la Comédie. Bienvenue à toutes et à tous sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zero. C'est ici qu'une pharmacienne à la retraite a été assassinée dans de mystérieuses conditions il y a quelques mois. C'est Jean-Michel Bissonnet, le mari de la victime, qui a découvert son épouse, le corps ensanglanté, dans le hall de leur demeure. Il rentrait d'une soirée au Rotary Club. Aujourd'hui, il est en prison, soupçonné d'avoir commandité le meurtre de sa femme. J'ai bien parlé de commanditaire, car c'est le jardinier, le laveur de carreaux également, qui a fait le coup. Il est passé aux aveux. Il aurait tué sur ordre de son patron. Et c'est un vicomte qui a indiqué aux gendarmes où se trouvait l'arme du crime. Le mari, lui, nie toute implication, vous l'aurez compris. Il s'agit d'une affaire très complexe, rocambolesque, avec 3 personnages énigmatiques, dignes d'un roman. Est-ce que Jean-Michel Bissonnet est vraiment le commanditaire du meurtre de sa femme, de la femme de sa vie? Est-ce qu'il a fait ça? Bernadette Bissonnet est assassinée à son domicile dans la soirée du 11 mars 2008. Son mari devient le suspect numéro 1. Lorsque les enquêteurs arrivent sur la scène de crime, ils ont donné la recommandation classique de ne toucher à rien. Et ils vont découvrir un homme qui a touché à la scène du crime et notamment a essuyé du sang. 10 jours après le drame, le jardinier avoue le meurtre et indique avoir agi sur ordre du mari. Les époux donnaient pourtant l'image d'un couple très heureux. Plus on nous nourrit d'images d'un couple parfait, de papier glacé, de sourires aux dents blanches, plus tout ça, moi, me paraît absolument suspect parce que jamais rien n'est parfait. Un mois après les faits, un 3e suspect est interpellé, un vicomte désargenté. C'est lui qui a caché l'arme du crime. Alors, la question sidérante qui se pose, mais que vient faire ce personnage? 3 hommes, un crime. Mais pour quel mobile? Au fil de l'enquête, l'affaire du meurtre de Bernadette Bissonnet devient de plus en plus obscure. Pour les enfants, dont le père est accusé d'avoir tué leur mère, l'incompréhension succède à la douleur. J'ai du mal à comprendre que papa aurait voulu détruire ce qu'il a mis 30 ans à construire. C'est de la folie, c'est de la folie. Nous sommes à Castelnau-le-Lez, une banlieue assez cossue de Montpellier. C'est ici que M. Bissonnet et son épouse vivaient, derrière ce portail. C'est une belle villa. C'est une famille sans histoire. Ils sont là depuis 4 ans. Bernadette est pharmacienne à la retraite et Jean-Michel, lui, est un chef d'entreprise qui a bâti sa fortune en achetant des centres d'affaires. Ils ont 2 enfants, 2 grands garçons, Florent et Marc, qui eux, évidemment, se battent pour découvrir la vérité. Alors, que s'est-il passé cette fameuse soirée du 11 mars 2008 dans cette villa cossue de Castelnau? Le jardinier qui a avoué le meurtre et qui dit avoir agi pour le compte du mari, dit-il la vérité? Nous allons le vérifier ensemble. Ce soir-là, tout est calme à Castelnau-le-Lez, dans le quartier pavillonnaire où vivent les époux Bissonnet. Comme chaque mardi, le mari Jean-Michel Bissonnet se rend à son dîner du Rotary Club, laissant sa femme seule à la maison. Alors, ce soir-là, Jean-Michel Bissonnet quitte son domicile autour de 19h30, 20h. Donc, il se rend dans un hôtel du centre de Montpellier, où la soirée se passe tout à fait normalement, sans anicroche aucune. Moi, j'ai participé, on était 12 ou 15 au dîner ce soir-là, pendant que le meurtre a été commis, absolument. Il était comment? Tout ce qu'il y a de plus normal, absolument quotidien. Et juste avant, on a eu une petite discussion au moment de l'apéritif. Il m'avait proposé d'ailleurs qu'on se voit avec Bernadette et mon épouse pour qu'on dîne ensemble sur le week-end. Le dîner se termine vers 21h50. L'homme d'affaires rentre au domicile conjugal. C'est en ouvrant la porte de la villa qu'il fait la macabre découverte.
On sait que quand il est revenu à la maison, les choses étaient malheureusement faites. Autrement dit, M. Bissonnette va se trouver en présence du cadavre de son épouse. Le corps de Bernadette Bissonnette, 57 ans, gît sur le sol dans le hall d'entrée de la villa. Elle a été tuée de 2 coups de fusil à bout portant. Le premier tir l'a atteint à l'épaule, le deuxième mortel l'a touché en plein cœur. Le rapport d'autopsie constatera que Mme Bissonnette a été foudroyée par 2 coups de fusil qui ne lui ont laissé aucune chance. Il est 22 h lorsque Jean-Michel Bissonnette donne l'alerte. Les gendarmes arrivent quelques minutes plus tard à la villa. Ils ne constatent pas de traces d'effraction et aucun vol n'a été commis. Pourtant, le véhicule de la victime sera retrouvé dans une rue des environs quelques heures plus tard. Alors, les gendarmes s'interrogent. S'agit-il d'un cambriolage qui aurait mal tourné? Mais la scène du crime les laisse vraiment perplexes. Lorsque les enquêteurs arrivent sur la scène de crime, ils ont donné la recommandation classique de ne toucher à rien et ils vont découvrir un homme qui a touché à la scène du crime et notamment a essuyé du sang. Et déjà, ils sont contrariés par ça et donc naturellement et légitimement suspicieux. Le mari tente de se justifier. Il a voulu nettoyer le sang autour du corps de son épouse. Avec une serpillière, il va essayer d'essuyer le sang de son épouse. Il le fera d'une façon très succincte, puisque le temps qu'il y mettra, ce sera une poignée de secondes, et immédiatement, il va appeler les gendarmes. Et on nous explique la chose, et c'est le premier raisonnement aberrant. Enfin, si M. Bissonnette va essuyer le sang, c'est qu'il a peut-être quelque chose à cacher. Donc se forge immédiatement et de manière instantanée la conviction de ces enquêteurs que l'homme qui est en bas est impliqué dans le meurtre qui vient de se commettre. Je dis bien dans le meurtre. Une autre chose intrigue les gendarmes. De nombreuses traces de sang découvertes le long de l'escalier et sur les murs ne proviennent pas du sang de la victime. Les gendarmes se rendront compte que la personne qui a blessé ou foudroyé Mme Bissonnette s'est elle-même blessée. Et elle s'est blessée de telle façon que la blessure saigne abondamment. Et il semblerait qu'il se soit blessé tout seul, dans la mesure où on trouve près du sang de la victime quelque chose qui ressemble à un ongle. En tirant, le tueur se serait donc blessé. Comment est-il entré dans la villa? Il n'y a pas eu effraction. Ce ne peut être qu'une connaissance de la victime. Le mari met les enquêteurs sur la piste du jardinier. L'homme est venu dans la journée laver les carreaux de la propriété. Jean-Michel Bissonnette avait décidé de congédier son employé après une dispute à propos d'un prêt d'argent. Il y a effectivement une suspicion qui naît dans l'esprit de Jean-Michel Bissonnette qui dit « Il y a eu cet incident dans la journée et mon laveur de carreaux m'a demandé de l'argent, peut-être faudrait-il s'intéresser à lui. » Et il va donner immédiatement tous les éléments d'identification. Méziane Belkacem est aussitôt convoqué à la gendarmerie pour être entendu. Il arrive à la gendarmerie et la première chose que voient les enquêteurs, c'est la poupée sur le doigt, c'est-à-dire le pansement sur le doigt. Et je pense qu'à ce moment, ils se disent, voilà, bingo, peut-être qu'on le tient. L'interrogatoire va durer plusieurs heures. Mais très vite, le jardinier avoue le crime. Belkacem va passer aux aveux assez facilement, assez rapidement. Il sert une première version. Il explique que globalement, eh bien, il n'était pas sur place ce soir-là, qu'il s'est blessé en réparant la voiture d'une femme qu'il a vue en panne sur le bas-côté. Et que, voilà. Et puis ensuite, très rapidement, il va reconnaître les faits. Je crois que c'est pratiquement, semble-t-il, lors de sa deuxième audition, où il explique qu'effectivement, c'est bien lui qui a tiré. Et ensuite, il va expliquer simplement qu'il avait besoin d'argent et que M. Bissonnette lui avait proposé 30 000 €. Méziane Belkacem aurait donc agi sur ordre du mari.
Il avoue que Jean-Michel Bissonnet lui avait promis 30 000 € pour liquider son épouse en faisant croire à un cambriolage. Mais il s'est blessé en tirant sur sa victime. Ça aurait dû être le crime parfait, mais le plan a mal tourné. Que s'est-il passé le 11 mars dernier? Le tireur a clairement été identifié. Méziane Belkacem a avoué avoir assassiné de 2 coups de fusil Bernadette Bissonnet. Méziane Belkacem, laveur de vitres du couple, devenu meurtrier pour 30 000 €. Selon le jardinier, Jean-Michel Bissonnet ne supportait plus son épouse et voulait s'en débarrasser. C'est ce que son employeur lui aurait confié. Il lui a dit simplement depuis des mois qu'il était dans une situation très difficile, que son épouse n'avait plus aucune considération pour lui, qu'il n'avait une vie que de façade, que de surface, c'est-à-dire une vitrine sociale, mais qu'en réalité l'intimité de leur couple était un vide totalement sidéral et que lui commençait à entrer dans une dépression très importante. Il souhaitait mettre un terme à tout ça et que dans la mesure où il ne voulait pas divorcer, il fallait qu'elle disparaisse. Le jardinier a besoin d'argent, alors il accepte le marché. Alors Belkacem, il est dans une situation personnelle très difficile. Il est séparé de sa femme depuis le mois de septembre. Il n'a pas de travail. Il a une très vieille voiture qui lui sert pour faire différentes missions de jardinier, de laveur de carreaux dans des propriétés, etc., etc. Et donc il a un besoin urgent d'argent pour avoir un appartement à Nîmes, pour recevoir ses enfants, à qui il est très attaché. Et il a aussi besoin d'argent pour acheter une nouvelle voiture. Le 21 mars, soit 10 jours après les faits, Jean-Michel Bissonnet est interpellé et placé en garde à vue. Il va nier en bloc les faits qui lui sont reprochés. Jamais il n'a demandé à son jardinier de tuer sa femme. Il sera mis en examen et incarcéré quelques jours plus tard pour complicité d'assassinat. Les proches de l'homme d'affaires sont sous le choc. Quand il a été arrêté, enfin mis en garde à vue d'abord, nous on pensait qu'au bout de 24 heures il allait sortir cette garde à vue. Mais quand on a appris qu'il était gardé, ça a été le coup de tonnerre. Nous, ça nous semblait tellement aberrant qu'on s'est dit mais c'est pas possible. C'est pas possible, on est en face de quelque chose qui colle pas. Nous, on connaissait Jean-Michel et Bernadette depuis des années et comme tous leurs amis, on s'est dit ça va pas. Du côté de la famille, et en particulier pour les 2 enfants du couple, c'est une tragédie. Leur mère a été assassinée et leur père, accusé d'avoir commandité ce meurtre, est en prison. Malheureusement, le 11 mars, notre vie s'est arrêtée. Aussi bien pour moi, pour mon frère, pour mon grand-père, tout s'est arrêté. Et malheureusement, tant qu'on ne nous laissera pas faire le deuil de notre mère, rien ne sera plus jamais pareil et on ne pourra plus vivre vraiment. Convaincus de l'innocence de leur père, Marc, 26 ans, et Florent, 28 ans, sont décidés à le faire sortir de sa cellule de la maison d'arrêt de Béziers. On s'est posé des questions et on a émis des doutes, mais aujourd'hui on n'en a plus et surtout on a une connaissance approfondie du dossier, donc on a vraiment la conviction qu'il est innocent aujourd'hui et c'est pourquoi on veut se battre. Que s'est-il réellement passé le 11 mars dans le pavillon des Bissonnet? Durant les interrogatoires qui se succèdent, Méziane Belkacem raconte beaucoup de choses, mais des zones d'ombre persistent. Tout d'abord, comment est-il entré dans la propriété, cette fameuse nuit du meurtre? Donc le premier scénario qui nous est servi, c'est il se présente, il se fait ouvrir la porte sous le prétexte qu'il a oublié un portable à l'intérieur de la maison. Madame Bissonnet lui ouvre la porte. Il fait semblant de chercher le portable. Et puis, à un moment donné, il sort le fusil à calancier de sa parka et il ouvre le feu. Lors de la reconstitution, Méziane Belkacem va refaire les gestes. Il explique qu'il s'est présenté au portail de la villa en pleine nuit, l'arme cachée sous son manteau, le visage dissimulé sous une capuche.
C'est-à-dire que Mme Bissonnet voit arriver un homme avec capuche, avec des gants en plastique, une arme cachée dans la manche, ce qui lui donne une raideur du bras gauche, on va dire. Et là, lui permet de visiter sa propre maison en pleine nuit, alors qu'elle est seule, que son mari est absent, monter à l'étage, soi-disant fouiller les chambres, sa propre chambre, tout seul. Et ce n'est qu'en redescendant de l'étage, au bas de l'escalier, que va intervenir le tir mortel. Moi, il y a quelque chose qui me persuade dans tout ça que ça ne peut pas être vrai, c'est la soi-disant attitude de ma mère, à savoir rester plantée et attendre. Un, par politesse, elle l'accompagne. Deux, elle est incapable de rester immobile. Madame Bissonnet ne se serait donc pas méfiée et aurait laissé faire cet employé qu'elle connaît peu. Moi, je pense que c'est peut-être pas le jardinier qui a sollicité l'ouverture du portail. Si ce n'est pas au jardinier à qui cette femme seule, chez elle, a-t-elle ouvert sa porte au beau milieu de la nuit. Ce soir-là, un deuxième homme se trouve sur les lieux du crime. Un ami de la famille, Amaury d'Harcourt, est venu récupérer un pullover qu'il aurait oublié dans la villa. On peut plus vraisemblablement penser que Mme Bissonnet a ouvert à un ami du couple à cette heure-là, qu'elle a vu dans l'après-midi, dont elle sait qu'il est allé faire une course avec son mari et qu'il aurait pu oublier cet achat dans son domicile. Il apparaît très vite dans la procédure comme un personnage un peu étonnant. Dès la première communication du parquet, on a un ami de la famille qui vient de façon étonnante le soir récupérer un pullover, a priori soit avant, soit après que Mme Bissonnet ait été tuée. Étrange coïncidence en effet. Un ami qui déclare être passé vers 21h à l'heure du crime, sans avoir rien remarqué de suspect. Il a sonné, personne n'a répondu, donc il est reparti. Il n'a pas appelé pour dire c'est moi, Amaury d'Harcourt, est-ce que vous auriez un pullover? Non, il est reparti. Alors, la question sidérante qui se pose, mais que vient faire ce personnage? Que faisait ce vicomte de 83 ans sur les lieux du crime? Était-il au courant du drame qui se tramait dans la villa? Est-il entré dans la maison? A-t-il participé au meurtre? Donc après, on peut se demander beaucoup de choses, quoi. Y compris s'il n'a pas non plus parachevé quelque chose que Belkacem Méziane était incapable de faire lui-même, puisqu'il s'est blessé si maladroitement qu'il a laissé son pouce dans le canon d'une arme. Et on peut supposer qu'il ait été tétanisé par sa blessure et que peut-être quelqu'un d'autre ait pris le relais. Tant et si bien qu'on est sûr d'un coup, mais pas de deux, en ce qui concerne l'auteur. Eh oui, cet ami de la famille aurait pu tirer le coup fatal sur Madame Bissonnet. Les enquêteurs envisagent toutes les pistes. Lors de sa garde à vue le 5 mai, soit presque un mois après le meurtre, c'est le coup de théâtre. Le vicomte déclare avoir caché l'arme du crime. Il aurait récupéré l'arme, il aurait croisé Belkacem sans lui parler. Ça, c'est une première version. Puis ensuite, on comprend bien que les deux hommes, se rencontrant après ce qui s'est passé, ont sans doute échangé les propos. Ça me paraît logique. En tout cas, l'arme, on la retrouve sur ses indications. Il est allé l'acheter dans le Lez, une rivière qui coule à proximité. Et sur ses indications, les plongeurs retrouvent assez rapidement l'arme du crime. Cette arme, il dit l'avoir jetée sur ordre du mari. Jean-Michel Bissonnet est donc à présent accusé par deux personnes d'être le commanditaire du meurtre de sa femme, par son jardinier et par son ami, le vicomte. C'est dans cette rivière, à quelques centaines de mètres de la villa, que les gendarmes ont retrouvé l'arme du crime. Un fusil de chasse à canoncier. Ils ont été guidés par le troisième homme de cette affaire, un vicomte, ami de Jean-Michel Bissonnet. Il dit avoir récupéré le fusil et l'avoir jeté ici après pour rendre service à son ami de 40 ans. Il reconnaît son implication dans ce crime, mais, encore plus grave, il avouera aussi avoir participé au scénario macabre, car la veille du meurtre, le vicomte, le jardinier et le mari se trouvaient dans la maison. C'est là qu'ils auraient échafaudé le meurtre.
Les gendarmes détiennent à présent 3 protagonistes de cette sombre tragédie. Dans le rôle du tueur présumé, Méziane Belkacem, le jardinier. Dans le rôle du commanditaire présumé, Jean-Michel Bissonnet, le mari. Et dans le rôle du complice présumé, Amaury d'Harcourt, le vicomte. Mais par qui et comment le plan a-t-il été échafaudé? Là encore, les versions divergent. Selon le jardinier et le vicomte, le scénario aurait été imaginé le jour même dans la villa des Bissonnets. Ah ben, les 3 sont dans la maison l'après-midi. Alors, toujours pareil, 3 hommes, 3 scénarios, 3 explications. Belkacem soutient que tout a été préparé en fin d'après-midi, que Bissonnet a donné des indications pour savoir comment il fallait tirer, sur quelle partie du corps, etc., etc. Ce que nie farouchement, bien entendu, Bissonnet. Ils sont allés dans le garage. À ce moment-là, M. Bissonnet a sorti une arme en plus dont on a indiqué à M. Belkacem que les numéros de série avaient été effacés. Ils ont ensemble manipulé cette arme, l'ont démontée, remontée. Il s'agit d'un fusil à canon coupé. Ils ont expliqué donc où est-ce qu'également il fallait tirer dans le corps, à quelle distance, pour que donc cette personne décède. Jean-Michel Bissonnet, lui, nie en bloc depuis le début. Il n'a pas commandité le meurtre de sa femme, n'a jamais participé à cette réunion dans le garage en vue d'un quelconque marché passé avec le jardinier. D'ailleurs, Méziane Belkacem n'a jamais touché les fameux 30 000 €. Autrement dit, voici un homme qui a un comportement de tueur à gages, qui va tuer dans les pires des conditions, en recevant des instructions 2 ou 3 heures avant de commettre les faits, qui tue pour de l'argent, et qui, lorsqu'on lui demande où est cet argent, répond « je n'ai rien touché ». Comment le jardinier a-t-il pu s'improviser tueur professionnel en quelques heures? Là, on se croirait dans un pauvre remake des Pieds nickelés. C'est pas rien d'entrer dans une maison, d'aller tirer sur une personne qu'on connaît, pour qui on a de l'estime. Parce que Mme Bissonnet était quelqu'un, semble-t-il, de particulièrement estimable. Belkacem est quelqu'un de son entourage, qui n'est pas un tueur, enfin voilà, qui n'est pas un tueur à gages qu'on engage pour supprimer quelqu'un. Pourquoi faire appel à son jardinier pour ce genre de mission? Si lourde de conséquences, l'homme que l'on dépeint comme brillant aurait-il pris un tel risque? La vraie question qu'on s'est posée au début de cette enquête, moi-même et puis la plupart des confrères, c'est comment un homme bien installé dans la vie, qui a réussi dans la vie, qui est un homme d'affaires, a pu monter un plan aussi mal fagoté, quoi. C'était un peu la question qu'on se posait. Pour les enquêteurs, il y a d'autres éléments troublants, concernant notamment l'emploi du temps de Jean-Michel Bissonnet dans les heures qui suivent le meurtre. Le mari a quitté la villa et a passé plusieurs coups de téléphone au vicomte. Dans la maison de Castelnau, c'est une ambiance très particulière. Donc les enquêteurs, la gendarmerie scientifique fait son travail, ça dure des heures. Et vers 1h30, 2h du matin, son beau-frère et sa belle-sœur lui disent « Écoute, viens dormir à la maison, parce que tu ne peux pas dormir ici, c'est pas possible. » Ça se comprend facilement. Et donc, il part avec eux dans leur maison du centre-ville, et c'est là où il va passer la nuit. Dans la nuit, n'arrivant pas à trouver le sommeil, Jean-Michel Bissonnet sort dans la rue, seul. Il y a des choses un peu étranges. Il y a des va-et-vient, il va prendre l'air. Est-ce qu'il a rencontré des gens pendant cette nuit? Est-ce qu'il a rencontré d'Harcourt? Est-ce qu'il a rencontré Belkacem? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé précisément. Dans la nuit qui suit le crime, il y a un contact, il y a même plusieurs contacts téléphoniques entre M. d'Harcourt et M. Bissonnet. Ils se téléphonent et surtout ils se voient. Ils se voient le lendemain matin. Ils se voient le lendemain matin et ils vont même déjeuner
chez le frère de la victime, et c'est à ce moment-là que les deux vont évoquer à voix basse puis à voix haute que M. Belkacem serait l'auteur du crime. Les relevés téléphoniques sont formels. Le mari et le vicomte ont eu de multiples contacts, mais ça n'en fait pas des criminels pour autant. Les enquêteurs s'interrogent, est-ce qu'ils se sont rencontrés pour prendre des nouvelles? Ou pour échafauder un plan B, parce que le scénario avait mal tourné? C'est pas antinomique non plus qu'il puisse appeler Darcourt en pleine nuit parce que sa femme a été tuée, quoi. Ça peut s'expliquer, on va dire. Dans la mesure où ils étaient dans une relation d'amitié, ça peut faire partie des choses qu'on a envie de dire à un ami, quoi, je veux dire. Le problème, c'est que dans ce dossier, la plupart des éléments sont réversibles. On peut les interpréter d'une façon ou d'une autre, et c'est ce que font les avocats des trois parties de cette grande partie d'échecs, quoi. L'enquête a déterminé qui était le tueur et qui a jeté l'arme du crime. Mais le commanditaire, le doute persiste sur qui a donné l'ordre. Car se pose la question du mobile. Est-ce que le mari avait une seule raison pour tuer sa femme? Qui voulait la mort de la pharmacienne? Qu'est-ce qui aurait bien pu pousser Jean-Michel Bissonnet à faire tuer sa femme? Il n'y a pour l'heure, évidemment, aucun mobile apparent, aucune preuve, hormis les déclarations du jardinier et du vicomte. S'agit-il d'une affaire de cœur? Tous les témoins s'accordent à dire qu'il s'agissait d'un couple tout à fait soudé. Et s'il s'agissait d'une sombre affaire d'argent? Mais alors, à qui a profité le crime? J'ai du mal à comprendre que papa aurait voulu détruire ce qu'il avait mis 30 ans à construire. Ça fait 30 ans qu'il est avec maman, qu'il aime maman, il a fait des enfants avec elle. Ils se sont organisés leur retraite de façon à en profiter bien, à mettre leurs enfants à l'abri du besoin. Il n'y avait plus qu'une chose à faire aujourd'hui, c'était profiter. Et aujourd'hui, ils voudraient tout casser. C'est de la folie, c'est de la folie. L'histoire des Bissonnet, c'est un peu celle d'une véritable success story. Le mari a bâti sa fortune en rachetant des centres d'affaires. Ce sont des notables, bien connus dans la région. Bissonnet, c'est une belle réussite. Il a de l'argent, il est très installé dans la vie. Il a une vie sociale importante, il a une belle maison, une très grande maison, luxueuse même. Et c'est un peu l'exemple même de la réussite sociale. Sa femme a revendu sa pharmacie pour se consacrer à l'éducation de ses 2 enfants. On l'a décrit comme une femme un peu exceptionnelle, hein, je veux dire, très attachante, très tournée sur les autres, plutôt à l'écoute des autres, qui a sans doute investi le produit de la vente de son officine pour nourrir les projets du couple, avec des investissements immobiliers, avec des affaires qui ont prospéré, oui, depuis un peu plus de 20 ans. Tous les proches de la famille ont le souvenir d'un couple uni et sans histoire. Elle ne m'a jamais parlé de problème avec son mari. Jamais, jamais. Il était très proche d'elle, il ne savait pas quoi faire pour lui faire plaisir. Elle était gâtée. Il adulait sa femme. Il était très gentil avec elle. Il ne lui refusait rien. Elle faisait ce qu'elle voulait, absolument ce qu'elle voulait. On est parti à plusieurs occasions passer des week-ends prolongés à l'occasion de réveillons dans différents endroits. Donc c'était un couple qui s'entendait très bien. Les époux Bissonnet donnaient en effet l'image d'un mariage heureux, réussi, avec de nombreux projets en commun. Mais en fouillant dans leur vie, les enquêteurs trouvent sur l'ordinateur familial des connexions Internet à des sites de rencontres. Le mari avait-il une liaison? Pas de traces de relations suivies à ce stade de l'enquête. Pour les enfants, tout cela n'est qu'une vaste campagne calomnieuse pour faire accuser leur père. Les enquêteurs recherchent depuis 10 mois la possible maîtresse de papa ou la possible amante de maman. Ils n'ont pas trouvé. Et pourtant, ils mettent des moyens. Il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu, c'est certain. Ils étaient même démonstratifs dans leur façon de s'aimer. Ils étaient tout le temps ensemble, ils regardaient la télé ensemble, ils mangeaient ensemble. Papa rentrait tous les midis pour manger avec maman quand il travaillait.
voilà, il recevait beaucoup d'amis également à la maison. C'était simple, quoi. C'est difficile d'imaginer que cette famille était au bord du divorce. C'est difficile d'imaginer qu'il y avait des problèmes dans ce couple. Difficile maintenant. Effectivement, tout est possible dans un couple. Derrière cette image d'une relation sans nuage, d'un couple uni, n'y aurait-il pas quelque chose qu'on ignore? On peut quand même s'interroger sur ce couple parfait, ce couple trop parfait. On a véritablement l'impression que ce couple vivait dans une espèce de cocon, une espèce de vitrine, où qui donne un peu l'apparence du bonheur absolu. Il y a un beau gazon, il y a une belle maison, il y a de beaux objets, il y a des billes, enfin, il y a beaucoup d'argent, c'est sûr, mais est-ce que l'argent fait le bonheur? On peut s'interroger. Ça paraît idyllique, et c'est d'autant plus suspect que ça paraît idyllique, parce que je ne crois pas, moi, à la vie en papier glacé. Je pense que ça n'existe pas. Et je pense que d'ailleurs, il serait beaucoup plus crédible à dire qu'il avait une vie comme tout le monde et qu'après plusieurs dizaines d'années de mariage, on a des hauts et des bas. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Et je crois que plus on nous nourrit d'images d'un couple parfait, de papier glacé, de sourires aux dents blanches, plus tout ça, moi, me paraît absolument suspect, parce que jamais rien n'est parfait. Alors quel mobile? L'argent, la maison? Le couple était marié sous le régime de la séparation des biens. Seul le patrimoine immobilier pouvait poser problème en cas de divorce. Moi, je pense que la maison est effectivement au cœur de ce dossier, parce qu'il l'a tout simplement indiqué, M. Bissonnet, à M. Belkacem, en disant que sa maison était son paradis, c'était lui, c'était un peu son endroit, son idéal à lui. Et je crois qu'il était tout simplement très, très, très attaché à pouvoir rester dans son paradis, qui soignait au millimètre. Et que c'était vrai que, par exemple, divorcer, se séparer, ça veut dire laisser la maison nécessairement. Et que là, contrairement à ce qu'on nous dit, dans les dispositions testamentaires, il y a une donation au dernier vivant permet au dernier conjoint survivant de, jusqu'à la fin de ses jours, pouvoir habiter dans cette maison. Admettons qu'il ait voulu faire tuer maman, qu'il ait voulu récupérer la maison. Il n'aurait pas fait faire ça dans la maison. Aujourd'hui, cette maison, elle est maudite. On ne veut plus jamais y habiter. On n'y habite plus depuis 6 mois et c'est hors de question qu'on y habite un jour. Même si ça va quand même nous faire mal au cœur de devoir la vendre, mais je ne vois pas comment c'est possible. Donc voilà, l'argument de la maison, puis on ne fait pas tuer sa femme pour une maison. Je veux dire, il faudrait être fou. Et encore plus quand on aime sa femme. On a un meurtre et 3 suspects. Pour l'heure, il n'y a donc pas de mobile. En tout cas, apparent pour le mari. Les enquêteurs envisagent alors une autre piste. Et s'ils étaient 2 à avoir fait le coup, et non pas 3? Et ce vicomte, me direz-vous, ce vicomte qui vit retiré dans son château en Sologne, n'a-t-il pas un rôle plus important qu'il ne veut bien l'avouer? Ce personnage au passé sulfureux est un aristocrate ruiné. Il a besoin d'argent. Il fait aussi partie d'une association que certains qualifient de secte. Son rôle dans cette affaire reste véritablement mystérieux pour les enquêteurs. Pourquoi Amaury d'Harcourt est-il venu à Montpellier ce 11 mars 2008? A-t-il parcouru 700 km dans le seul but de jeter l'arme du crime dans une rivière? Lors de ses déclarations, le vicomte rejette l'entière responsabilité du plan macabre sur son ami Jean-Michel Bissonnet. Son avocat se refuse à tout commentaire. On a dit ce qu'on avait à dire et M. Belkacem et M. D'Harcourt se sont exprimés de façon cohérente et se corroborent. Les versions de l'un et de l'autre se corroborent. Amaury d'Harcourt a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire, en raison de son âge, a précisé le parquet. Depuis cette affaire, il vit retiré dans son château en Sologne et se refuse à toute interview. Aujourd'hui, on se rend compte que son rôle est de plus en plus important. Au début, il était venu juste chercher un sac que papa lui avait demandé de venir chercher. Ensuite, il s'est rendu compte que c'était une arme. Finalement, il a jeté l'arme. Ensuite, il a indiqué où est-ce qu'il fallait tirer. Ensuite, il était finalement... voilà, il savait que Belkacem devait intervenir. Et il est encore en liberté. Quel est le sort qui aurait pu être réservé à M. d'Harcourt
Autrement dit, quel est le sort qui est réservé normalement à des gens qui proclament le fait d'avoir participé à une affaire criminelle retentissante? On les met en prison. Quelles sont les protections singulières qui ont fait que cet homme ne soit pas incarcéré? De nombreuses questions taraudent les enquêteurs. Quels étaient les rapports entre le vieil aristocrate et le couple Bissonnet? Cet ancien représentant en pastis, éditeur de musique en Afrique et conseiller des chasses de Valéry Giscard d'Estaing à Chambord, rencontre Jean-Michel Bissonnet lors d'une partie de chasse, justement. Ce personnage haut en couleur va initier le jeune homme au monde des affaires. Maurice Darcourt lui a proposé de venir travailler pour lui. Il gérait plus ou moins la propriété de la famille Darcourt. Et voilà, mon père était ravi parce qu'il avait entre 23 et 26 ans. Il chassait beaucoup. Il était dans la nature, il adore ça, donc pour lui c'était des belles années. Et puis il rencontrait du monde important, il y avait parfois des chasses avec le président de la République. Donc voilà, c'était sympa, surtout quand on a 23 ans, quoi. Jean-Michel Bissonnet considère un peu le vicomte comme son père, même si leur vie prend des directions tout à fait opposées. C'est un peu le vilain petit canard d'ailleurs de la famille Darcourt. Amaury Darcourt, on le sent assez excentrique, assez loufoque un peu dans sa vie, donc il détonne un peu dans l'aristocratie auxerroise. Donc voilà, il y a déjà toutes ces frasques qui en font de lui un personnage atypique. Les rapports avec Jean-Michel Bissonnet, au fil des années, on sent qu'il s'étiole, il y en a de moins en moins. Se pose la question de Bernadette Bissonnet, quel rôle a-t-elle eu justement dans ces rapports entre les deux hommes? Il y avait incontestablement le fait que par la suite, M. Bissonnet va réussir dans sa vie avec sa femme. Et le fait que Darcourt, de son côté, ne réussira pas de la même façon. Tant et si bien que l'on peut imaginer qu'à travers cette amitié, l'on ait pu à un moment donné solliciter de l'argent. On peut imaginer également que M. Bissonnet ait pu prêter cet argent, mais on peut supposer surtout que Mme Bissonnet ait pu à un moment donné dire halte là. Le vicomte a en effet besoin d'argent, et Jean-Michel Bissonnet lui a déjà prêté 15 000 € qu'il n'a jamais remboursés. Darcourt, il est seul, hein, il n'a plus d'amis, il a une famille un peu disséminée, sa femme il est séparée, il est à court d'argent, il est ruiné, ça le dossier l'établit, sa fille le dit sans arrêt dans les écoutes téléphoniques. Bissonnet est fortuné et lui prête de l'argent, c'est établi, hein, 15 000 € en 2007. Bon, donc, et Bernadette Bissonnet le considère comme un pique-assiette. Ça, c'est une constante du dossier. Elle ne dit pas franchement du mal de lui, mais elle l'apprécie pas trop, elle le trouve un peu pique-assiette. Voilà. Son épouse, et c'est bien normal, a considéré qu'il n'y avait plus lieu à prêter de l'argent. Autrement dit, est-ce que Mme Bissonnet n'était pas un obstacle pour M. Darcourt? Désormais, c'est un nouveau scénario qui se profile. Bernadette serait devenue gênante pour l'aristocrate désargenté. Alors il l'aurait fait éliminer, d'où sa présence sur le lieu du crime ce soir-là. C'est peut-être là, finalement, le nœud de l'histoire, ce rapport qui s'étiole entre Bernadette Bissonnet, qui met en garde Jean-Michel Bissonnet face aux frasques répétées d'Amaury Darcourt. On sait qu'Amaury Darcourt a demandé de l'argent à Jean-Michel Bissonnet, il y en a prêté une première fois. Est-ce qu'il est revenu, ce jour-là, demander un prêt à Jean-Michel Bissonnet? Là encore, on ne le sait pas. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le vicomte a reconnu son appartenance à Ivy. Cette association, Invitation à la vie, a été qualifiée de secte par une commission parlementaire en 1995. Ce qu'on sait de sources sûres, hein, c'est que toutes ces associations, d'ailleurs c'est confessé par l'un des membres de cette association qui a été interrogé dans ce dossier, elles sont à la recherche de financement. Hein, voilà. Donc de manière certaine, on sait que Bissonnet a été approché d'ailleurs pour cette raison-là, hein, et par cette personne-là, qui est une proche de Darcourt. Et que la demande d'argent et de financement est une préoccupation essentielle de Ivy comme de bien d'autres. Donc ça peut être aussi un mobile qui rend nécessaire peut-être de lever un obstacle.
Est-ce que c'était pour financer cette secte qu'il a eu besoin d'argent et qu'il a eu recours à Jean-Michel Bissonnet? Est-ce que c'est pour ça qu'il a pris part à ce meurtre? L'avenir nous le dira peut-être ou nous le dira peut-être jamais finalement. Le vicomte a-t-il embauché lui-même ce jardinier pour faire éliminer cette femme qui était devenue gênante? Le vicomte et le jardinier ont-ils fait le coup à deux? L'hypothèse tient la route jusqu'à ce détail. Amaury d'Harcourt et Méziane Belkacem ne se connaissaient pas avant le meurtre. La stratégie de défense de M. Bissonnet, c'est de dire « Je suis accablé par ces deux déclarations, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ce sont eux qui ont organisé. Le vicomte a voulu me faire chanter. Mon ami ne supportait pas ma femme. Il a organisé avec mon jardinier l'assassinat et aujourd'hui, on me le reproche. » Mais la question qui se pose, c'est comment deux personnes qui ne se connaissent pas peuvent organiser un crime aussi crapuleux. Alors là, les choses sont très claires. Ils ne se connaissaient pas, ils ne s'étaient jamais rencontrés, ils ne s'étaient jamais écrits ni n'avaient communiqué par Internet pour la bonne et simple raison que M. Belkacem ne savait pas lire et ne savait pas écrire. Il est en train d'apprendre en prison aujourd'hui. Il ne s'était jamais téléphoné avant. Toute la téléphonie a été exploitée, sachant qu'il aurait été difficile d'ailleurs qu'ils se téléphonent dans la mesure où ils ne s'étaient jamais rencontrés. Donc rien dans le dossier n'a permis de contredire tout ça, ce qui veut dire que c'est le jour des faits, l'après-midi des faits, que M. d'Harcourt et M. Belkacem se sont rencontrés pour la première fois. Comment deux hommes que tout oppose, et qui ne s'étaient jamais vus auparavant, aurait-il pu échafauder un meurtre en 2 temps 3 mouvements? Et pourtant, on sait que le vicomte a tenté de joindre le jardinier le lendemain du meurtre, comme l'attestent les relevés téléphoniques mis en évidence par les gendarmes. Est-ce que d'Harcourt avait le portable de Belkacem? C'est une vraie question. Est-ce qu'ils se sont appelés? Est-ce qu'ils se sont vus? Est-ce qu'ils se sont rencontrés dans cette journée qui va suivre? Pour le moment, rien ne permet de l'indiquer. Alors où est la vérité? Belkacem, lui, n'en démord pas. Il a agi sur ordre de Jean-Michel Bissonnet et non pas du vicomte. Pourquoi Méziane Belkacem accuserait-il depuis le début et ne sortirait pas de cette accusation depuis des mois et des mois que l'instruction est en cours? Pourquoi il n'en sort pas si ce n'est pas la vérité finalement? Est-ce que ce jardinier a-t-il ce don de manipulation ou est-ce qu'il a peur de quelque chose? Parce qu'aujourd'hui aussi on se pose des questions sur le fait qu'il puisse avoir peur de quelque chose, peur peut-être d'Amaury d'Harcourt, peur de pression, peur de cet homme mystérieux qu'est Amaury d'Harcourt. Mais le jardinier, il est manipulable et manipulé par le vicomte, comme il se prétend manipulable et manipulé par Bissonnet. Il suffit de changer dans sa déposition le nom de Bissonnet par celui de d'Harcourt et ça marche très bien encore. Donc, parce que quelques hypothèses qu'on prenne, tout s'est passé dans la journée du 11 mars. Et dans la journée du 11 mars, ces 3 hommes y sont. Qui manipule qui dans ce trio infernal? Et qui a donné les ordres dans ce garage ce 11 mars 2008? Une nouvelle piste apportera peut-être un élément de réponse. Le soir du meurtre, Méziane Belkacem ne serait peut-être pas rentré directement chez lui. Dans ce dossier déjà très complexe, un 4e homme intervient. 4 suspects pour un seul meurtre. Vous allez me dire, ça commence à faire du monde. L'enquête a donc révélé que Méziane Belkacem, le fameux jardinier, avait quitté Montpellier ce soir-là au volant de son véhicule pour se rendre chez lui au Pontet près d'Avignon. Et il va mettre plus de 3 heures pour faire une centaine de kilomètres. Avouez que ça n'est pas banal. En plus, son portable est repéré par un relais téléphonique tout près de Saint-Laurent-d'Égouze. Or, à Saint-Laurent-d'Égouze, il a un copain qui vit, un collègue de la jardinerie où il travaille, avec lequel il avait projeté de partir en Algérie à la fin de la saison. Du coup, évidemment, la piste de ce 4e complice peut devenir très déterminante dans le cadre de l'enquête. On ne comprend pas que Méziane Belkacem ait mis plus de 3 heures à rentrer chez lui.
Les enquêteurs vont étudier minutieusement son emploi du temps. Après avoir commis son forfait, le jardinier raconte qu'il est sorti de la villa avec la voiture de Madame Bissonnet, toujours dans l'idée de faire croire à un homejacking. Et selon sa version, il a abandonné le véhicule à quelques rues du domicile pour récupérer sa propre voiture qu'il avait garée 200 mètres plus loin. Sauf que, il est blessé, il perd son sang, mais on n'en retrouve pas dans sa voiture à lui. On trouve des traces de sang dans la voiture de Madame Bissonnet, puisqu'il s'est blessé au doigt. Mais étrangement, aucune trace de sang dans sa voiture. Donc, à l'évidence, il n'est pas reparti dans sa voiture. Et à l'évidence, il n'est peut-être pas arrivé non plus avec sa voiture. C'est à ce moment de l'enquête qu'intervient un autre complice, qui l'aurait véhiculé ce soir-là. Car on ne trouve rien dans sa voiture, ni trace de poudre, ni trace de sang, ni sur la poignée de la portière, ni sur le volant, ni sur le levier de vitesse. Ce qui peut nous permettre de dire qu'il nous ment, qu'il n'est pas venu avec ce véhicule automobile, qu'il est peut-être venu avec quelqu'un d'autre, que ce quelqu'un d'autre l'a pris à la sortie, et que si on trouvait le véhicule qui appartient à ce quelqu'un d'autre, peut-être que nous pourrions résoudre une partie de l'énigme. Pourquoi le jardinier ment-il? Veut-il couvrir un autre complice? Les avocats sont sur la piste d'un collègue de travail que Méziane Belkacem a contacté le jour du meurtre. Belkacem a été en communication avec une seule personne le jour des faits. Et c'est comme par hasard quelqu'un avec qui il avait formé le projet de partir ensuite dans son pays d'origine, en Algérie. C'est quelqu'un dont il dit qu'il est son ami. C'est quelqu'un, encore une fois, dont le téléphone portable, curieusement, s'éteint à l'heure du crime et demeure invisible de tout relais téléphonique pendant plusieurs jours à compter de l'heure du crime. Ce quatrième homme peut-il apporter des éléments nouveaux dans cette affaire? C'est à la justice de le déterminer. Mais la justice devra aussi répondre aux nombreuses autres questions restées en suspens. Pour nous, pour l'instant, qui sommes des observateurs, on a encore du mal à se faire une religion. Moi, j'attendrais vraiment un élément nouveau qui me permette de dire qui a inventé cette histoire, qui a inventé ce drame. Parce que c'est un drame, c'est le drame absolu, quoi. Pour les enfants du couple, la douleur est immense et l'accusation qui pèse sur leur père est insupportable. Marc et Florent ne cachent pas leur colère. Aujourd'hui, j'ai perdu ma mère, j'ai l'impression d'avoir perdu mon père. Et puis surtout, je vous dis, au moment où on a le plus besoin d'espoir, on a le plus besoin d'être aidé, on a un État français qui à tous les niveaux, voilà, fait tout pour nous finir. Aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que c'est à nous d'apporter la preuve de l'innocence de papa, alors que dans les textes, c'est quand même à l'accusation d'apporter les preuves de culpabilité. Et aujourd'hui, des preuves matérielles, il n'y en a pas. On a un alibi, il n'y a pas de mobile, et il n'y a que des accusations qui sont faites par deux personnes qui sont complices dans le coup. Il n'y a à ce jour en effet aucune preuve matérielle contre le mari qui nie toujours avoir orchestré le meurtre de sa femme. L'accusation repose uniquement sur les déclarations du jardinier et du vicomte. Je ne crois pas qu'à ce jour, dans ce dossier, on ait des éléments matériels. Les éléments matériels ont permis de confondre l'auteur, puisqu'il est l'auteur matériel des faits. Le complice a reconnu sa responsabilité et a reconnu des éléments précis. Le commanditaire, c'est l'intellectuel du dossier. Et contre lui, on n'aura pas de preuves matérielles. C'est le principe d'ailleurs quand on fait exécuter les choses par quelqu'un d'autre, qu'on commandite et qu'on a un exécutant. Il n'y a pas d'éléments matériels contre vous. Donc sur ce point de vue-là, M. Bissonnet a plutôt bien réussi. La chambre de l'instruction a rejeté toutes les demandes de remise en liberté de Jean-Michel Bissonnet. À ce jour, les magistrats privilégient toujours le scénario ébauché par le jardinier et le vicomte, qui désigne Jean-Michel Bissonnet comme le commanditaire unique de ce meurtre. Lui qui est accusé d'avoir imaginé un crime presque parfait. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui voulait la mort de la pharmacienne. Plusieurs scénarios ont été échafaudés, mais il reste de nombreuses questions. Par exemple, quel est l'objet
Des appels passés par Jean-Michel Bissonnet à son ami le vicomte. La nuit du meurtre. Pourquoi le vicomte a-t-il appelé le jardinier le lendemain de l'assassinat? Et pourquoi la voiture du jardinier ne comporte aucune trace de sang? Rendez-vous aux assises de Montpellier qui sont derrière moi pour avoir des éléments de réponse.